Dans cet épisode, je vais vous parler de la température dans ma maison en bois alors qu'on est en pleine canicule. Je vais vous expliquer comment je vais combattre les mouches et les moustiques et puis on va aussi parler de la technique du futur pour avoir de l'engrais azoté. Bon, j'habite à la campagne et j'adore ça, ça me permet notamment d'avoir une vue magnifique sur la forêt derrière par la fenêtre. Mais il y a un problème à habiter à la campagne, c'est que il y a des mouches notamment parce que juste à côté en fait j'ai des prés avec des vaches et du coup il n'y a pas tout le temps des vaches, mais quand il y a des vaches ça amène beaucoup de mouches qui viennent se réfugier dans la maison. Et c'est extrêmement désagréable le matin quand j'ai envie de dormir un petit peu, qu'il y a une mouche qui vient me réveiller et qui vient tout le temps. Bref, du coup je me suis dit qu'il fallait que je fasse un peu mes ouvertures, sauf que j'adore dormir les fenêtres ouvertes, notamment parce que ça fait rentrer toute la fraîcheur quand c'est l'été ou le printemps, c'est trop bien, et parce que j'entends aussi les animaux dehors et que j'adore ça. Donc du coup je voulais pas juste fermer les fenêtres et donc je me suis dit que j'allais installer des moustiquaires, sauf que ce qui me faisait peur dans les moustiquaires, c'est que ça coupe la vue et comme je vous disais, un des trucs que j'aime c'est avoir une belle vue. Donc je me suis dit que j'allais installer des moustiquaires qui peuvent se relever, donc s'enrouler en fait. Comme ça, quand j'ai envie de profiter de la vue et tout ça, je peux la relever. Et quand il y a des vaches à côté, qu'il y a trop de mouches, etc., je peux la baisser pour empêcher toutes ces petites bêtes de rentrer. Donc déjà, j'ai voulu tester sur une seule fenêtre parce que j'avais pas à me lancer dans toute l'installation si au final ça marchait pas tant que ça. Et donc là, sur la fenêtre là, j'ai installé une moustiquaire, je vais vous montrer. Et comme vous pouvez le voir là, elle est baissée en fait. Et en fait, ça coupe pas tant la vue que ça. Elle est là, je sais pas si vous voyez en gros plan. Hop, là on voit. Mais voilà, ça atténue un petit peu la vue. Mais en vrai, ça la coupe pas complètement, beaucoup moins que ce que je pensais. Donc ça déjà, c'est une bonne chose. Alors il y a un truc qui était vraiment hors de question pour moi. C'était de percer mon contour de fenêtre parce que il est en alu. Et si vous avez regardé les vidéos, vous savez que c'était une galère énorme de faire cet habillage en alu. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'installer une moustiquaire pour tester en fait. Si au final, ça me convient pas ou que je trouve pas ça assez efficace et que je l'enlève et du coup, ça me laisse des trous partout sur mon contour de fenêtre. Et j'ai trouvé sur le site Merci la moustiquaire des moustiquaires qui s'installent sans avoir besoin de percer ni de coller rien. Du coup c'est ça que j'ai installé et je trouve que le système est pas mal, donc je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc on a une jambe là, bam, une jambe pareille de l'autre côté et puis un petit coffre là au-dessus dans lequel vient s'enrouler le store. Voilà, si je descends il est dedans. Il faut choisir un modèle qui est un peu plus grand que la fenêtre, que le tableau de la fenêtre on veut l'installer. Et du coup après on recoupe, donc ça c'est les jambes c'est en alu, le coffre c'est en alu aussi. Donc on a juste 3 bouts de scie à mettre, une petite scie à métaux classique, aux bonnes dimensions. Et du coup si on calcule bien les dimensions, ça rentre presque en force. Et après il y a un système, ça va pas venir se visser mais ça va venir agrandir un peu la distance en appuyant et donc ça va se bloquer en fait en force. Et donc il y a le même système pour le coffre sur le côté droit et gauche en fait. Il y a un système avec des ressorts et des petites vis et donc quand on visse ça vient s'appuyer contre le bord. Donc c'est important de bien couper aux bonnes dimensions et de ne pas se tromper d'un centimètre sinon ça marchera pas. Et donc là l'avantage c'est que j'ai pas de trou et si jamais j'ai envie de l'enlever notamment l'hiver ou si finalement j'ai pas envie de les garder, et je peux facilement les enlever sans que ça me laisse de trous. Là ça fait à peu près 2 mois que je les ai installés, j'avais fait un petit tuto sur Insta et d'ailleurs rejoignez-moi sur Insta parce qu'il y a des trucs que je montre pas forcément en vidéo parce que ça me prend du temps de sortir l'appareil photo et tout ça, mais il y a pas mal de trucs que je montre en story, donc voilà, si ça vous intéresse de suivre tous les petits détails de mon aventure, n'hésitez pas à aller sur Insta. Et donc depuis que je les ai installés, j'ai pas eu de soucis, j'avais un peu peur, des fois avec le vent et tout ça, comme c'est pas vraiment fixé avec des vis qui traversent et qui sont pris dans l'ossature, que ça bouge, et en fait non, ça a jamais bougé, il n'y a pas eu de soucis. Et voilà, même quand j'ouvre ou je ferme, il n'y a pas de soucis. Voilà, ça va très bien, sans problème. Et bon après j'ouvre pas non plus tous les jours, parce que vu que ça gâche pas tant la vue que ça, je la laisse très souvent fermée en ce moment vu qu'il y a les vaches à côté. Peut-être le seul inconvénient que je vois c'est que ça coupe un petit peu l'air vu que c'est des mailles assez fines, donc voilà, mais comme ça s'enroule assez facilement et c'est aussi pour ça que je vois que ça s'enroulable, c'est que quand j'ai vraiment envie d'aérer beaucoup, je peux juste la remonter et donc après ça coupe plus du tout l'air et le vent qui passe. Pour l'instant je trouve ça plutôt efficace, mais bon après j'en ai pas sur la baie vitrée, j'en ai pas sur mes autres fenêtres, donc forcément il y a quand même encore des moustiques et des mouches qui rentrent, mais je trouve quand même que ça a pas mal diminué depuis que j'ai mis ça, donc plutôt point positif. Et si jamais je décide d'en installer partout, de les laisser, ce qui est cool c'est qu'avec le même modèle là j'aurais juste en fait à rajouter des vis dans les jambes et puis voilà en fait ça sera bon. Mais même j'ai réfléchi et je pense que si je décide de la laisser tout le temps et de vouloir la fixer définitivement, je mettrai plutôt de la colle, du coup ça m'évitera de percer dans mon habillage en alu extérieur et comme ça si un jour je dois changer juste la partie moustiquaire, je pourrais passer avec une lame de cutter pour couper la colle en fait. Et j'aurai pas de trou et du coup si le modèle que je reprends après pas tout à fait le même, qui n'est pas positionné exactement pareil, ça posera pas de problème, j'aurais pas fait de trou.
Et l'autre bonne surprise que j'ai eue, c'est que comme vous voyez, j'ai pas trouvé une moustiquaire qui était gris anthracite comme le reste de mes fenêtres et de mes habillages. Donc du coup c'était blanc, c'est le seul modèle que j'ai trouvé comme ça enroulable qui nécessitait pas de fixation. J'avais peur que ce soit un peu moche, mais en fait ça se voit pas parce que c'est assez fin le cadre de base et en fait il vient se cacher un peu dans l'épaisseur de la fenêtre. Quand la fenêtre est fermée c'est invisible et pareil de l'extérieur ça se voit pas en fait parce que j'ai les jambes de mes volets roulants qui sont en gris anthracite qui sont devant en fait. Et du coup, c'est caché. Et voilà, j'avais peur que esthétiquement ce soit pas beau. J'avais même pensé au début à les repeindre à la bombe au gris anthracite. Et en fait, non, il va pas y avoir besoin. Bon, vous me connaissez, j'aime bien faire les choses moi-même. Et donc au début, j'avais réfléchi à me faire le système de moustiquaire tout seul. Alors on peut le faire facilement avec un cadre en bois et puis juste acheter la partie moustiquaire, voilà, coller, visser sur le cadre en bois. Mais le problème en fait c'est que c'est super dur de faire un système qui s'enroule comme ça soi-même. Moi j'ai pas trouvé de solution pour que ça fonctionne facilement et de façon durable dans le temps. Donc voilà, c'est pour ça que je suis parti sur un truc tout fait. Et pour ceux que ça intéresse, je vous mets les liens dans la description. Il y a une vidéo qui va bientôt sortir sur la chaîne à propos de l'agriculture du futur, on pourrait dire en quelque sorte, et comment est-ce que les méthodes que j'applique dans mon potager, sans trop de pétrole, sans engrais chimiques, etc., pourraient être appliquées à grande échelle. Je vous mettrai le lien dans la description dès qu'elle sera sortie. J'avais tourné une séquence à propos de l'azote et finalement ça tenait pas vraiment dans la vidéo de base, du coup je l'ai pas mise. Et plutôt que de juste supprimer cette séquence-là et que vous la voyez jamais, j'ai décidé de la mettre dans ce vlog-là. En fait, l'azote ça va servir aux feuilles des plantes à grandir et donc si on rajoute de l'azote dans le sol et donc que les plantes ont plus d'azote disponible, et généralement elles vont faire des feuilles plus grandes, donc elles vont plus capter de lumière et au final on aura une récolte et donc une production qui est plus importante que si on n'avait pas ajouté d'azote. Par exemple, on aura des patates plus grosses ou on aura plus d'épis de maïs sur un seul pied. Et en fait l'azote on va le trouver en grande quantité dans l'atmosphère parce qu'il faut savoir que l'air c'est composé à 80% d'azote et 20% d'oxygène. Le problème, c'est que la plupart des plantes, elles vont pas être capables de capter l'azote qui est dans l'air pour s'en servir. Tout ce qu'elles vont réussir à faire, c'est capter l'azote qui est dans le sol. Alors les scientifiques, ils ont trouvé une méthode pour extraire l'azote qui est dans l'air autour de nous et pour l'injecter dans le sol et que ça soit assimilable par les plantes. Alors je vais vous montrer la recette qu'ils utilisent pour faire ça. Donc déjà, ils vont prendre de l'air. Comme j'ai dit, dans l'air, il y a de l'azote à 80% et de l'oxygène à 20%. Donc ils vont mettre ça dans une marmite. Et ils vont ajouter un autre ingrédient, c'est le gaz naturel. Alors le gaz naturel, c'est principalement du méthane, et le méthane, c'est une molécule qui est composée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. Donc on va ajouter ce méthane dans notre marmite, on va chauffer tout ça, et il va se passer des réactions chimiques entre tous les atomes, et les atomes qui étaient liés au départ, ils vont se délier et ils vont se recombiner avec d'autres atomes. Et au bout d'un moment, on va obtenir du NH3, et en fait, du NH3, c'est de l'ammoniac. Donc il y a un atome d'azote qui s'est combiné avec 3 atomes d'hydrogène. Les détails techniques, c'est pas important. Tout ce qui est important, c'est que l'ammoniac, on va pouvoir le dissoudre dans l'eau. Donc en gros, on injecte ce gaz-là d'ammoniac dans l'eau et on obtient de l'ammoniac liquide. Et cet ammoniac liquide, on va pouvoir en faire des engrais. Donc soit on va en faire de l'engrais liquide, donc qui va être pulvérisé sur les champs et ça va s'infiltrer dans le sol et donc l'azote, il va être disponible pour les plantes. Soit cet ammoniac liquide, on va le faire sécher pour obtenir des petites billes remplies d'azote. Ensuite, on va répandre ces petites billes dans les champs. Et quand il va pleuvoir, l'azote va s'infiltrer dans le sol. Et là encore, il sera disponible pour les plantes. Alors ça fonctionne extrêmement bien, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on fait ça. Sauf que le problème de cette méthode, c'est que déjà ça consomme beaucoup de gaz naturel. Et le gaz naturel, c'est pas une ressource qui est illimitée et qui est inépuisable. Un jour, on n'aura plus de gaz naturel et donc on sera plus capable de fabriquer de l'engrais de cette façon. Et l'autre problème qu'on a, c'est que quand le prix du gaz naturel augmente, soit parce qu'il devient de plus en plus rare, soit parce qu'il y a des conflits géopolitiques, ça va se répercuter directement dans l'assiette. Parce que ça coûte plus cher de fabriquer l'engrais. Donc quand l'agriculteur achète son engrais, il va le payer forcément plus cher. Et donc quand il va vendre sa production, il sera obligé de le vendre plus cher pour couvrir ses frais. Et donc on voit que l'augmentation du prix de l'énergie et du prix du gaz en particulier, ça a directement un impact sur le prix des aliments. Et ça, c'est un problème qui est quand même extrêmement important et qui en bout de chaîne peut amener à des pénuries alimentaires. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une autre méthode pour puiser l'azote qui est dans l'air et la mettre dans le sol. Et c'est une méthode qui ne nécessite pas de gaz naturel. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que la plupart des plantes étaient incapables de se servir de l'azote qui est dans l'air pour pousser. Mais il y a une famille de plantes qui est capable de faire ça, c'est la famille des légumineuses. Là, j'ai un exemple. Les légumineuses, c'est les pois, les haricots, les fèves par exemple. Donc en plus, c'est des trucs qui sont plutôt bons à manger. Donc cette famille de plantes, elle n'a pas spécialement besoin qu'on lui ajoute de l'azote dans le sol parce qu'elle va aller chercher directement dans l'air toute seule. Donc ça déjà, c'est pas mal. Mais en fait, il y a un truc qui est encore mieux que ça. C'est que ces plantes-là, elles vont faire des stocks d'azote. Au niveau des racines, elles vont faire des petites poches où elles vont stocker de l'azote en réserve. Et j'ai arraché un plan exprès de mon potager pour qu'on essaye d'aller voir si on voit ces petites poches d'azote dans les racines.
ça s'appelle des nodules. Ah voilà, là j'en vois un. Donc ça fait un petit renflement au niveau des racines. Et là-dedans, on va trouver plein d'azote. Alors c'est assez fou déjà, je trouve, de voir ces petites poches à l'œil nu. Et donc les plantes qu'on va mettre à la suite de cette culture, eh bien elles pourront aller chercher l'azote qui est stocké dans le sol et qui est disponible, qui est assimilable par elles, même si ce n'est pas des légumineuses. On a mis en place des industries, des procédés extrêmement techniques et complexes et coûteux en énergie pour créer des petites billes d'azote, alors qu'on a déjà sous la main des plantes qui sont capables de faire exactement la même chose. Et ce qu'on va faire en agroécologie, c'est réfléchir au cycle des cultures. On va par exemple avoir envie de cultiver une plante qui a besoin de beaucoup d'azote. Eh bien, avant de cultiver cette plante, on va faire déjà une culture de légumineuses pour qu'on ait beaucoup d'azote stocké dans le sol. Et donc ça évitera d'aller acheter des engrais et de les répandre sur le sol. Et ça, c'est qu'une technique parmi les nombreuses techniques agroécologiques qui permettent d'augmenter les rendements en diminuant les besoins en engrais chimiques et en pesticides. Une autre technique, par exemple, c'est la polyculture et l'association de certaines plantes. Alors là, ça peut avoir plusieurs avantages. Par exemple, si on cultive des légumineuses à côté d'une autre plante qui a besoin d'azote, eh bien on va les cultiver en même temps, et comme on les cultive assez proches, eh bien les racines elles vont être en contact au niveau du sol, et donc il y aura aussi là un échange d'azote, et peut-être que la plante qui consomme de l'azote, elle va donner aussi des nutriments à la plante qui est à côté, donc elles vont s'entraider en quelque sorte. Et l'avantage de passer par les légumineuses plutôt que par des procédés chimiques à base de gaz naturel, eh ben, c'est que des légumineuses, on aura tout le temps en fait. Il suffit de conserver les graines d'année en année, et même dans 1000, 2000, 3000 ans, on pourra continuer de cultiver des légumineuses et donc de stocker de l'azote dans le sol pour les cultures, alors que dans 2-3000 ans, on n'aura probablement plus du tout de gaz naturel. Alors il faudrait des heures et des heures pour détailler toutes les techniques comme ça agroécologiques, mais on voit que c'est pas juste un truc fantastique, on voit vraiment qu'au niveau chimique, au niveau des atomes, il se passe des trucs qui sont intéressants, et que si on les prend en compte dans les cycles de culture, eh bien ça peut avoir un impact énorme sur les rendements, sur le besoin en pesticides, en engrais et même en pétrole. Donc c'est des techniques qui sont vraiment beaucoup plus durables dans le temps et qui dépendent beaucoup moins du prix de l'énergie. Mais alors c'est bien beau, sur le papier ça fonctionne scientifiquement au niveau des atomes, de la chimie, de ce qui se passe, ça marche, c'est prouvé, c'est sûr. Mais la question maintenant c'est est-ce que ces idées-là, elles sont applicables au niveau des agriculteurs, et quel résultat ça donne d'appliquer ces techniques-là? Et pour répondre à ces questions, j'ai envie de quitter un peu ce monde vraiment scientifique des publications pour aller discuter directement avec des agriculteurs ou des maraîchers qui essayent d'appliquer ce type de technique-là pour savoir ce que ça donne et si ça permet d'avoir une agriculture qui est rentable et qui produit assez de nourriture pour en vivre et pour nourrir la population. Je trouve ça super intéressant de comprendre comment fonctionne l'agriculture, le potager, vraiment au niveau atomique. Je trouve que ça permet de mieux comprendre les enjeux de l'agriculture, et ça permet aussi de mieux comprendre ce qu'on fait dans le potager, pourquoi il y a certaines choses qu'il faut faire ou pas faire. Donc j'ai bien envie de faire une série de vidéos où on va vraiment au cœur des plantes, parler des atomes, comment est-ce que les plantes absorbent les nutriments, ce qui rentre en jeu et tout ça. Et voilà, mais je sais pas si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, savoir si ça vaut le coup que je le fasse ou pas. Et un truc que je vois très souvent dans les commentaires, quand les gens voient ma maison et que voient toutes les ouvertures sont au sud quasiment, c'est de me dire c'est cool l'hiver parce que le soleil il rentre bien dans la maison, mais l'été tu dois avoir super chaud parce que du coup le soleil il rentre aussi et du coup tu dois cramer à l'intérieur. Et en fait pas du tout, et je vais vous montrer pourquoi, parce qu'on le voit assez bien là. Donc là vous voyez, là c'est 15-16 heures et on voit que le soleil il rentre très peu dans la maison. Si on regarde sur toute la longueur de la maison, il rentre sur 50 cm max. Parce qu'en fait le soleil il est super haut. Et en fait, donc le matin il est bas, donc il pourrait rentrer par là-bas, mais j'ai pas d'ouverture. Ensuite, il monte très haut, et donc comme il est quasiment au-dessus de la maison, ça rentre très peu par la fenêtre et par toutes les fenêtres du sud. Et donc le soir après, hop, il se baisse là-bas. Et donc j'ai qu'une petite fenêtre à l'ouest, donc le soleil il rentre très peu par cette petite fenêtre. Et donc toutes mes grosses ouvertures qui sont au sud, en fait on voit que même en plein été, ça apporte pas tant de chaleur et pas tant de soleil que ça. Alors qu'à l'inverse, quand c'est l'hiver, là ça rentre à 50-60 cm, et l'hiver en fait il y a mon canapé qui est éclairé une bonne partie de la journée parce que le soleil est beaucoup plus bas, et donc là on le voit sur l'horizon, il serait par là-bas en hiver, alors que là en été il est à ce niveau-là et on le voit même pas. Et il y a des données scientifiques vraiment qui montrent que l'apport solaire il est plus important à l'est et à l'ouest l'été au sud, parce que justement le soleil est haut. Là on voit que ça rentre déjà très peu dans la maison, mais on pourrait l'améliorer en mettant ce qu'on appelle des casquettes. Donc c'est des morceaux un peu de toit qui dépassent au-dessus des fenêtres et des ouvertures de 50, 60, 70 cm suivant la région et suivant l'inclinaison du soleil, et qu'empêcherait encore là si je mettais une casquette j'aurais rien du tout qui rentre, et donc ça diminuerait encore l'apport solaire en plein été et il fera encore moins chaud. Et je vous avais montré en début d'année que j'avais installé une petite station solaire à l'extérieur avec plusieurs capteurs pour suivre justement la température intérieure, extérieure, tout ça. Et du coup là quand il fait chaud, j'arrive à avoir des températures qui sont entre 5 et 10 degrés moins importants qu'à l'extérieur. Donc là je suis sur l'interface où je peux voir un peu tous les relevés de température sur l'historique des derniers jours. Et donc on voit que le moment où il y a le plus de soleil chez moi, c'est là entre 10h30 et 15h quoi.
Donc tous les jours, on voit qu'il y a un pic de soleil. J'ai un capteur UV sur la station. Et on voit donc que ce pic UV, il correspond plus ou moins à là où c'est la plus haute température à l'extérieur. Voilà, on voit que là, les derniers jours, on a atteint les 30, 32, 33 max. Là, 28, là, 26. Là, on était à 29 aussi. Donc voilà, on voit la montée de température à l'extérieur. Et donc, c'est intéressant de voir quand on a le pic solaire vers à peu près 13h de l'après-midi. C'est pas encore le pic de la chaleur à l'extérieur, ni de la chaleur intérieure. Et on voit que quand il fait 28,3 à l'extérieur au plus haut, vers 15h, 15h30, eh bien, à l'intérieur de la maison, il fait seulement 21,3. Et à l'inverse, on voit que avec l'inertie, donc il fait 27 au plus haut, après ça commence à redescendre à partir de à peu près 9h du soir, mais ça redescend beaucoup plus doucement dans la maison à cause de l'inertie, mais ça remonte aussi beaucoup moins. Là, on voit que le jour d'après, au plus haut, on est à 24 et quelques à l'intérieur de la maison, alors qu'il fait 31, 32 à l'extérieur. Donc on voit que l'inertie, le déphasage, en fait, ça permet de vachement aplatir la courbe. Alors ça monte, ça descend aussi, mais ça monte beaucoup moins haut, et forcément, ça va descendre un petit peu moins vite aussi. Mais c'est là où c'est important de bien tout ouvrir dès qu'il fait plus frais à l'extérieur que dedans, pour refroidir le plus tôt possible l'intérieur de la maison. Et dès que le matin, il commence à faire plus chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur, bien tout fermer pour ne pas faire rentrer la chaleur. L'ouverture, la fermeture des fenêtres, pour l'instant, je le fais à la main, mais quand j'aurai installé la VMC, l'idée c'est d'avoir des capteurs de température et que la VMC elle se mette en route à fond la nuit par exemple pour faire rentrer de l'air frais et qu'elle tourne vraiment au minimum la journée pour éviter de faire rentrer trop d'air chaud. Donc je pense qu'il y a pas mal de petites optimisations comme ça qui vont me permettre encore de gagner quelques degrés sur la température intérieure de la maison quand il fait très chaud à l'extérieur. Par contre, c'est un peu comme en hiver, j'ai à peu près 3 jours, on va dire, où ça marche bien. Et du coup, s'il y a plus de 3 jours avec la canicule, là, ça commence à moins descendre la nuit. Et du coup, ça commence à chauffer un petit peu plus dans la maison. Mais voilà, déjà sur 3 jours, quand il fait vraiment très chaud, là, comme cette semaine, je suis quand même assez tranquille, assez bien dans ma petite maison. Et justement, je suis en train de vous préparer une petite vidéo sur tous ces sujets-là, donc l'inertie, le déphasage, etc., l'isolation, comment ça marche, avec plein de petites maquettes, plein d'explications vraiment scientifiques, mais accessibles. Voilà, comme j'aime bien faire les vidéos un peu vulgarisation. Donc voilà, ça sera bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions par rapport à ça dans les commentaires. Du coup, je pourrais les prendre en compte pour la vidéo. Et pour moi, c'est vraiment super important de prendre ça en compte quand on construit une maison. On peut aussi prendre en compte quand on fait une rénovation, mais c'est forcément un peu plus compliqué. Mais réfléchir à comment on place les fenêtres, les baies vitrées, les ouvertures, c'est ultra important et ça fait une différence énorme. Là, sur toute la durée de vie de ma maison, je sais que l'été, j'aurai pas trop chaud à cause des apports solaires. Et à l'inverse, l'hiver, je sais que je vais chauffer beaucoup moins parce qu'il y a le soleil déjà qui va apporter beaucoup de chaleur.